il n'y a jamais eu autant d'esclaves qu'aujourd'hui. On a aujourd'hui 50 millions d'esclaves qui rapportent 236 milliards de dollars de profits illicites par an. Des escrocs qui prennent de l'argent de la famille et qui emmènent le gamin et qui ensuite sera livré à toute une série d'exploitations. C'est un combat spirituel parce qu'il y a une dimension, parfois une dimension démoniaque là-dedans. Ils disaient, ah ben voilà, on me faisait entrer dans des réunions, il y avait des gens qui faisaient une sorte d'enchère et puis me faisaient subir des sévices sexuels. Un fléau qui dépasse nos moyens humains. Le jour où on considérera tous les êtres humains comme étant porteurs de cette dignité divine qui nous est donnée par notre Créateur, on agira certainement différemment. Bonjour Monsieur Veutet. Bonjour Madame. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes actuellement ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte. Avant cela, vous avez eu une longue carrière au sein du Comité international de la Croix-Rouge, notamment en tant que vice-président de l'Institut international de droit humanitaire, et vous avez été membre du conseil d'administration de Médecins sans frontières suisses. Aujourd'hui, je vous reçois au restaurant Côté Square de l'hôtel Bristol de Genève pour parler d'un sujet qui est plutôt délicat, qui est plutôt dur. Il s'agit de la traite des êtres humains. Vous êtes actuellement le président de la Fondation Collège universitaire Henri Dunant, dédiée à la lutte contre la traite des êtres humains, justement. Et l'une de vos missions, c'est de former et de développer la recherche pour prévenir la traite des êtres humains. Peut-être que dans un premier temps, vous pourrez expliquer à nos téléspectateurs ce dont il s'agit. Qu'est-ce que c'est exactement la traite des êtres humains ? Écoutez, très simplement, c'est une forme de l'esclavage contemporain. Et c'est une forme de l'esclavage qui se développe dans le monde entier sous plusieurs manières. Un, le travail forcé. Agriculture, construction, travail domestique, pêche, même dans des hôtels et des restaurants. Exploitation sexuelle, prostitution forcée, mariage forcé, maternité forcée. Criminalité forcée, qui peut être la mendicité là dans la rue juste à côté. Vol, trafic de drogue, mais aussi terrorisme. Et puis aussi prélèvement et trafic d'organes, je crois qu'on en parlera plus tard d'ailleurs. Exploitation d'enfants, alors enrôlement d'enfants soldats dans des conflits armés, que ce soit par des gouvernements ou par des groupes armés non étatiques. Vente d'enfants et pédopornographie en ligne notamment. Et alors, malgré que ce soit un phénomène qui est invisible ou largement ignoré, il n'y a jamais eu autant d'esclaves qu'aujourd'hui, dans l'histoire. On a aujourd'hui 50 millions d'esclaves, c'est ce qu'on estime. 50 millions d'esclaves et qui rapportent 236 milliards de dollars de profits illicites par an. Et si vous voulez, c'est, après la drogue et avant le commerce des armes, un des trafics les plus lucratifs, si j'ose dire. Et souvent, d'ailleurs, il y a des liens entre les différents trafics. Et aussi, par exemple, les contrebandiers de migrants deviennent à l'occasion trafiquants d'êtres humains. Les trafiquants d'armes, ou même des fois de cigarettes, une fois que vous avez ouvert la route, eh bien, vous continuez et puis vous prenez des êtres humains et vous vous rendez compte que ça paye très bien. Évidemment, c'est monstrueux. C'est une forme d'exploitation extrême et qu'on n'aimerait pas voir chez nous, mais que malheureusement on peut voir aussi chez nous, vous voyez, qu'on voit dans tous les pays, y compris en Suisse, et y compris même à Genève. Et je dirais même à 2 pas d'ici, vous avez un refuge pour des survivantes de la traite des êtres humains à Genève, au cœur des grottes. Donc c'est pour vous dire, non, il ne faut pas se voiler la face et dire c'est un problème qui existe seulement ailleurs. Ça, c'est trop facile comme réponse. Si on doit donner une définition un petit peu plus complexe, je dirais c'est une forme d'exploitation. Mais d'exploitation, soit par la coercition, donc par la force, soit par la fraude, la tromperie. Et là, ce qu'on arrive à voir, c'est qu'effectivement, ces gens peuvent être forcés par des violences physiques ou psychologiques et que ces gens, ensuite, on leur dira « Ah, on va t'offrir une place dans un très bel hôtel à Genève, comme ici par exemple,
Et puis, ces gens ne viendront pas à l'hôtel Bristol à Genève, mais ils iront dans des endroits où ils seront beaucoup plus maltraités, si je veux dire. Et la même chose aussi, même pour des sportifs, des jeunes footballeurs africains, où on dira, mais ce sera génial, je vais te faire jouer à Benfica, hein, qui est une magnifique équipe portugaise, et puis, ou à Juventus, après tout, si vous êtes italien. Et en fait, c'est pas vrai, ces gens ne viendront jamais là. Ce sont des escrocs qui prennent de l'argent de la famille et qui emmènent le gamin et qui ensuite sera livré à toute une série d'exploitations. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est un fléau difficile à éradiquer. Et j'irais même, c'est un fléau qui dépasse nos moyens humains. Et ça, je crois que je le répéterai après, certainement, mais je crois que c'est un combat spirituel. Parce qu'il y a une dimension, parfois une dimension démoniaque là-dedans, et que, effectivement, les gens qui pratiquent la traite des êtres humains sont des gens qui n'ont aucun respect de la personne humaine et qui, même au contraire, cherchent à humilier, à exploiter et ensuite à jeter la personne quand on ne peut plus en tirer un profit. Concrètement, de quelle façon est-ce que votre fondation elle a agi au cours de toutes ces années précédentes pour lutter? Ben écoutez, voilà. Moi c'est non seulement la fondation, mais c'est aussi, je suis président de cette fondation, à vrai dire, c'est moi qui la finance souvent, mais c'est aussi en tant qu'ambassadeur de l'Ordre de Malte, où alors là c'est une fonction, une mission qui est bénévole, eh bien ce que nous avons essayé de faire, c'est 41 webinaires. Alors des webinaires, comme vous savez, c'est des émissions qu'on fait sur Internet, et ces émissions, on arrive ensuite à les diffuser dans le monde entier. Et on a commencé ça avec le Covid, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'aurait jamais le budget pour faire venir des conférenciers à Genève, pour leur payer le voyage, les hôtels, etc. Et que donc il fallait qu'on fasse ça en ligne. Et après, on s'est rendu compte que c'était vraiment très utile, parce qu'en ligne, ça vous permet d'avoir des gens sur tous les continents pratiquement. Et si vous n'arrivez pas à les avoir en direct, vous leur demandez une vidéo, on projette la vidéo, et après on met tout cela ensemble, on fait des sous-titres en 7 langues, et on met ça sur nos sites internet, etc. Donc je dirais déjà ces 41 webinaires. Ensuite, un cours en anglais en ligne, qui est un cours d'introduction à ce qu'est la traite des êtres humains, un peu centré sur à la fois des juristes, mais aussi des aidants. Après, des interventions aux Nations Unies. Alors, j'ai fait 3 interventions au dernier Conseil des droits de l'homme, là maintenant, puis ensuite aussi à Vienne, où je vais lundi, mardi, à New York, où j'étais une semaine en janvier, et puis aussi des conférences en Europe ou ailleurs. J'ai aussi participé à une conférence en mars à Bangkok avec d'autres organisations catholiques. CodeNet, c'est un réseau justement qui essaie de s'occuper de la traite des êtres humains. Et après aussi, surtout, la constitution d'un réseau. Parce qu'on se rend compte que dans un réseau, comme le réseau, comme vous savez, c'est une structure informelle qui vous permet d'échanger sans dire c'est moi ou c'est lui le chef. C'est des gens qui se considèrent sur pied d'égalité et qui sont prêts à échanger. Alors, on a échangé des bonnes pratiques, surtout sur le fond, sur la forme. On a échangé aussi de dire, écoutez, vous êtes du Nigeria, et puis vous ne pouvez pas nous dire aussi s'il y a quelque chose qui se passe au Ghana ou au Cameroun, ou je sais pas. Et puis après, on découvre que oui, et spécialement, par exemple, des congrégations religieuses sont vraiment excellentes. Et là aussi, si on les met ensemble, si on arrive à leur donner aussi un peu d'exposition publique, si je peux dire, d'abord, ça les encourage beaucoup. Je vous dis franchement, il y a 2 jours, justement, on a eu un webinaire avec 3 religieuses, une de Beyrouth, l'autre des États-Unis, de Ohio, et la 3e de Goa. Mais ces femmes m'ont remercié. Elles m'ont dit, mais merci beaucoup, vous nous donnez l'occasion, enfin, de faire connaître ce qu'on fait. Et moi, je dis, mais je vous remercie beaucoup, parce que nous aussi, de vous intégrer dans notre réseau, c'est important.
Et ça nous permet non seulement de vous faire connaître, mais peut-être aussi de trouver des gens qui vont vous aider concrètement. Oui. Alors voilà, c'est pour ça que là-dessus, j'ai maintenant 3 sites internet, si vous voulez. Et pourquoi 3 sites? Parce que j'ai un site de l'ambassadeur de l'Ordre de Malte, alors qui est nohumantrafficking.orderofmalta.int, mais ce n'est pas le plus efficace. Et le plus efficace, c'est plutôt adlaudatosi.org. Et là aussi, on fait référence à Laudato Si, à cette encyclique qui demande le respect non seulement de la nature, mais aussi et d'abord de l'être humain. Et puis, il y a aussi un site qui s'appelle Christus Liberat. Et ça, je suis très fier de ce site Christus Liberat parce que je pense qu'effectivement, le Christ libère. Et alors, il peut libérer, si vous voulez, des esprits ou des malédictions des chamans en Amazonie, mais il peut aussi libérer de l'esclavage. Il peut libérer même des femmes africaines ou des femmes du Nigeria qui ont été soumises à des malédictions par des sorciers, le juju. Eh bien oui, il faut dire à ces femmes, écoutez, vous savez, il y a un esprit qui est bien plus fort que tous, c'est le Christ. Et c'est pour ça que j'ai institué mon site Christus Libéral. Et après, il y a un autre, CUHD, Collège universitaire Henri Dunant, où alors là, justement, on a mis ce site et on a mis aussi toute une série de bonnes pratiques. Voilà. Je vois en tout cas qu'il y a un message spirituel que vous essayez aussi de faire passer à travers vos webinaires et puis la sensibilisation que vous opérez. On va peut-être y revenir après. J'aimerais juste d'abord revenir sur quelques chiffres, quelques faits en lien avec la France, puisque c'est ce qui intéresse en priorité nos téléspectateurs. Une disparition d'enfants est signalée toutes les 12 minutes en France. Vous me confirmerez ou non. Hein. Chaque année, entre 40 000 et 50 000 signalements de mineurs disparus sont pris en compte par les autorités. En tant qu'expert, quel regard est-ce que vous portez sur ces disparitions? Est-ce qu'elles pourraient avoir un lien quelconque avec le trafic humain? Alors, je pense qu'il y a probablement un lien avec beaucoup de ces disparitions d'enfants. Et hier soir, j'ai vu avec grande émotion, juste à côté, là, à Saint-Julien-Genevois, le film Les Survivantes. Et ce film est vraiment un témoignage bouleversant. Bouleversant et qui montre justement des aspects spirituels de la lutte contre la traite qu'on ne peut ni prévenir, ni combattre, ni guérir par des moyens uniquement humains. Parce que des moyens humains, par exemple, que ce soit la poursuite pénale, que ce soit la psychiatrie, que ce soit la médecine, etc., je pense que ce n'est pas suffisant. Oui. Enfin, voilà. Donc, pour moi, le christianisme est un véritable instrument de libération contre les esclavages de toutes les formes. Et nous en sommes tous à plusieurs degrés victimes. Mais je voudrais mettre en évidence aussi le travail de plusieurs centres d'analyse qui répertorient les abus commis contre les enfants dans le monde en analysant des sites internet et aussi le darknet. Parce que là, il y a un nombre de vidéos et de photos de pédopornographie, plus de 20 millions au total, disent certains. Et là, ce n'est pas simplement un prêtre italien qui fait ça dans le sud de l'Italie, mais il y a aussi un observatoire canadien. Donc, si je peux dire, il n'y a pas simplement des gens d'une tendance, mais il y a véritablement des gens de partout qui essayent de détecter et malheureusement de faire le compte de ces abus. Et alors ces abus, on voit justement dans ces vidéos des scènes de maltraitance d'enfants et de bébés pour en tirer profit en vente en ligne. Et alors vous avez des gens qui vont non seulement acheter ces vidéos, mais payer pour maltraiter, faire maltraiter ces enfants pendant qu'ils regardent la vidéo. Donc je dirais il y a là aussi une perversité qui est assez dramatique. Et malheureusement, la plupart de ces serveurs et la plupart des clients, et on pense donc beaucoup de victimes, sont basés aux États-Unis et en Europe. Donc là aussi, on se pose la question pour se dire, mais qu'est-ce qu'on fait sur le plan de la régulation d'Internet, sur le plan des fournisseurs d'accès, pour limiter cette catastrophe. Alors je verrai plus tard que je pense que le problème, c'est que
Depuis le Covid, ce fléau est en pleine augmentation. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'enfants et beaucoup d'autres gens qui sont, eux, scotchés à leurs écrans. Et ni la police ni la justice ne semblent pouvoir réagir de manière adéquate. Alors, il y a parfois des moyens, si vous voulez, c'est comme les brigands au Mexique qui ont de meilleures armes que la police. Ben, là, c'est un peu la même chose. Souvent, ces serveurs sont plus puissants que ceux des gouvernements. Enfin, je pense que des gouvernements qui ont des serveurs plus puissants, mais ils servent probablement à autre chose. Et alors, mais en fait, je voudrais citer l'ancien responsable de la lutte contre la traite de l'OSCE, Valiant Ricci, qui était lui-même un ancien procureur américain, et qui disait « Tant qu'il n'y aura pas une régulation efficace des serveurs d'Internet, la lutte peut être comparée à un simple commerçant voulant faire concurrence à Amazon. » Vous comprenez donc qu'il y a une disproportion des moyens et que, pour l'instant, c'est malheureusement tout à fait insuffisant. Et la faiblesse de la réponse des tribunaux est également dramatique. Et là, j'ai un ami qui lui-même a été un professeur à Milan, mais aussi président de l'Institut de San Remo. Après, il a aussi été juge à La Haye. Et Fausto Peccar aussi dénonçait cette... il disait, mais en fait, évidemment, la plupart des victimes ne sont pas des personnalités, donc n'intéressent pas les juges. Et un autre, Kevin Hyland, qui lui est un Britannique et qui a été l'ancien responsable de la lutte contre la traite au Royaume-Uni, il disait, il y a 98% de chances d'impunité. C'est le crime parfait. Donc vous voyez qu'après de dire il faudrait davantage de poursuites, je vous dis franchement, il faudra se lever tôt pour le faire, parce qu'effectivement, c'est très compliqué de rassembler les preuves, c'est très compliqué de faire parler les victimes, c'est encore plus compliqué de localiser les responsables de ces crimes. Et après, et surtout si ça a lieu sur Internet, et que ces braves gens sont dans des endroits où ils sont parfaitement à l'abri. Oui. Donc on a vraiment un problème, et ce problème, c'est que malheureusement, les enfants continuent à être des victimes faciles, et même après, à partir d'une photo réelle, on peut, avec l'intelligence artificielle, vous faire des photos qui seront utilisées à des fins pédopornographiques, à des fins criminelles. Et je pense que là aussi, malheureusement, il faudra se lever tôt pour arriver à faire cesser ces abus et ce commerce illégitime. 88% d'impunité. 99. Comment expliquer qu'il y ait un tel degré d'impunité? Ça semble incroyable. Ben, je vous dis, il y a plusieurs choses. D'abord parce que il faut savoir comment identifier une victime. Alors, si vous voyez passer une dame en hiver avec une robe d'été, vous dites, bon, c'est bizarre, tiens, moi, j'aurais pas fait ça, d'accord. Ou si vous voyez à l'hôpital arriver une dame qui a des blessures, et puis vous êtes médecin, et puis vous dites, bon, bah, attendez, madame, je vais vous mettre une pommade, etc. Mais maintenant, par exemple, il y a des gens dans la police à Genève, il y a des médecins à l'hôpital cantonal à Genève qui sont spécialisés, alors qu'ils sauront tout de suite identifier une personne. Et qui dira, ah madame, vous êtes tombée dans l'escalier, attendez, je peux faire un contrôle. Et tout d'un coup, on découvrira qu'elle a subi d'autres sévices, vous voyez. Alors tout d'un coup, là, il y a un processus qui se fait, et ce processus, c'est de dire, un, on va garder cette personne à l'hôpital, deux, on va la mettre en relation avec la police, et trois, ensuite, on va la mettre dans un foyer où elle sera protégée et où elle pourra se réhabiliter. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'effectivement, ça c'est une chose qui arrive exceptionnellement. Parce que justement, il faudrait qu'il y ait une plus grande formation et des policiers, et des médecins, et peut-être des gens dans les hôtels, et des gens qui travaillent à l'aéroport, du personnel de bord dans les avions, des gens des contrôleurs dans les trains, etc. Puis tout d'un coup, quand on voit quelqu'un qui a l'air un peu mal à l'aise,
ou, je sais pas, un enfant à côté d'une personne, et puis visiblement les deux ne vont pas bien ensemble, ça vaudrait la peine d'alerter la police. Et puis c'est la police qui fera peut-être des constatations et qui ensuite dira, écoutez, non, excusez-moi, à continuer, ou au contraire, je crois qu'il faudrait qu'on prenne soin de vous. Oui. Donc c'est une question de formation pour l'identification. Après, c'est une question de formation pour la protection, parce qu'un avocat, il vous dira, mais écoutez, moi, je vois bien, madame, vous avez été victime d'un viol. Oui, bien sûr, ben là, il y a un article dans le code pénal, c'est très simple. Mais il y a aussi un article dans le code pénal, l'article 182 du code pénal suisse. Mais je peux vous dire que cet article, il est très difficile à appliquer. Alors c'est pour ça, quand vous avez des difficultés dans le droit, ben évidemment que les avocats et les juges vont dire non, non, attendez, moi je ne me lance pas dans cette histoire. La dame, elle était victime d'un viol, on en reste au viol, et puis le reste, j'ai pas le temps. Il semble qu'il y ait un peu un manque de sensibilité aussi dans notre société. On a pris cette habitude des fois de préférer tourner le regard, de ne pas regarder en face. C'est un peu comme si on a perdu un peu nos valeurs humaines en 2024 avec la mondialisation, la globalisation, le matérialisme toujours plus présent. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on retourne à nos valeurs humaines essentielles ? Bien sûr, parce que si vous voulez, la traite des êtres humains ou l'esclavage, l'esclavage contemporain est une négation totale du droit à la vie et du droit à la dignité. Et alors, si après vous dites, mais non, mais moi j'ai le droit d'acheter un organe, moi j'ai le droit d'acheter un enfant, moi j'ai le droit d'acheter un beau vêtement bon marché qui a été fait par des travailleuses et travailleurs forcés au Bangladesh ou ailleurs, eh bien, je vous dis franchement, ben évidemment, si vous estimez que c'est votre intérêt personnel qui prime, c'est clair qu'après, vous pouvez ouvrir la porte à toute une série d'abus et d'exploitation. Vous avez pris part à des interventions lors des sessions du Conseil des droits de l'homme à Genève, à Vienne, à New York. On a divers défis relatifs à la traite des personnes qui sont abordés lors de ces sessions, le travail forcé, les mariages forcés, la vente d'enfants. Vos initiatives ont donc, il semblerait, une portée internationale. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu peut-être dans quel pays concrètement vous avez eu un impact depuis tout ce temps ? Alors écoutez, ça m'est difficile de dire parce qu'effectivement, j'ai établi de très bons contacts. Est-ce que j'ai réussi à changer la situation ? Je pense que oui. Quand on travaille en équipe, comme vous savez, souvent on s'encourage mutuellement. Bon, par exemple, hier, j'avais un webinaire avec 3 sœurs, ben, spécialement une sœur, sœur Marie-Claude de Beyrouth. Ben, je peux dire, on se sentait vraiment en communion, vous voyez. Et puis il y avait une autre sœur qui était de Cleveland, qui avait un esprit extrêmement clair. Et je me dis, mais là aussi, cette sœur américaine, on aurait énormément à apprendre d'elle. Alors, quel a été l'impact de mes webinaires ? J'en sais rien, mais je sais que, en tout cas, il m'est arrivé, par exemple, d'aller une fois à une conférence à Londres, et puis tout d'un coup, les gens viennent vers moi. Mais je vous connais. Je dis, ah bon ? Oui, parce que j'ai vu vos webinaires. Alors, je dis, ben, merci beaucoup. Et effectivement, donc, si vous voulez, moi je dis, on fait les choses, et puis le reste, à la grâce de Dieu. Je ne prétends pas changer le monde, mais je fais ma part. Hein ? C'est un peu l'histoire du colibri, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça, et que donc, effectivement, on a, grâce à ce réseau, grâce à ces webinaires, un rayonnement international. Mais y compris aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Afrique, etc. Parce qu'on se rend compte que le webinaire, c'est pas simplement une fois, mais qu'après on les enregistre, on les sous-titre en 7 langues, y compris d'ailleurs en chinois, en portugais, en italien, et en espagnol, et ça nous amène du monde, vous voyez. Donc, je dirais oui, effectivement, en Europe, en Afrique, en Australie aussi, j'ai développé un très bon rapport, non seulement d'amitié, de confiance et de collaboration avec un de mes confrères de l'Ordre de Malte, qui était avocat, John McCarthy. Et lui, il a fait une chose extraordinaire. Et moi, je dis toujours, mais il faut absolument regarder ce que font nos amis australiens.
Et ces amis australiens, ils ont demandé à toutes les organisations catholiques de surveiller leur chaîne d'approvisionnement et de s'assurer que dans leur chaîne d'approvisionnement, il n'y a pas de traite des êtres humains, il n'y a pas de travail forcé, etc. Eh bien, je vous dis franchement, je serais content, moi, en tant que Suisse, si les évêques suisses faisaient la même chose. Oui. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, j'estime beaucoup apprendre, parce que c'est ce qui est le plus intéressant dans la vie, c'est d'apprendre. Parce que donner des leçons, c'est facile, mais je crois que surtout, ce qui est plus intéressant, c'est justement de partager. Et alors, quand on partage et qu'on est à l'écoute, alors là, on se rend compte qu'on crée des relations qui sont beaucoup plus intéressantes et qui, comme je vous dis, alors après, créent aussi des liens et souvent aussi avec des survivants. Ben justement, le dernier webinaire, il y avait un survivant, un Américain, qui était un nageur et qui, en tant que jeune nageur, a fait des prouesses, mais il a aussi été victime d'exploitation. Et John Michael Lander, regardez sur le webinaire, et je vous dis franchement, John Michael Lander, L-A-N-D-E-R, c'était vraiment un homme extraordinaire et qui a réussi à raconter son histoire, non seulement dans des vidéos, mais aussi dans un livre. Et ensuite, je me rends compte que ces survivants, quand ils sont d'accord de parler, ils sont très reconnaissants, parce qu'ils voient que tout d'un coup, enfin, on les respecte, et on leur donne l'occasion, ça fait partie aussi du processus de guérison, de pouvoir parler de ces problèmes. Qu'est-ce qu'il avait vécu, ce monsieur, en l'occurrence ? Oh, il avait vécu, justement, tout d'un coup, il disait, voilà, on me faisait entrer dans des réunions, et puis là, il y avait des gens qui ensuite faisaient une sorte d'enchère, et puis me faisait subir des sévices sexuels, et lui, il a réussi très difficilement à s'en sortir. Et puis ses parents, qui l'avaient encouragé dans cette voie sportive, ne se sont rendus compte que trop tard que leur fils faisait l'objet justement de ces sévices. Et on entend de plus en plus de témoignages de la sorte qui sont en train d'émerger sur les réseaux sociaux. Peut-être ça a été le cas au sein de vos webinaires, justement, des gens qui osent parler maintenant de ce qu'ils ont vécu peut-être il y a 10, 20, 30 ans. Ça fait longtemps, en fait, que cette machine infernale est en marche, j'ai l'impression. Oui, mais alors vous voyez, ce qui se passe, c'est que très souvent, justement, et c'était aussi dans le film Les Survivantes, très souvent, il y a une sorte d'amnésie, de paralysie mentale qui s'installe. Les traumatismes ont été tellement forts que les gens ne se souviennent plus. Et puis tout d'un coup, il y a un événement qui leur rappelle, et alors là, ils commencent à parler, et puis dès qu'ils commencent à parler, ils commencent à se libérer. Et alors je dirais qu'effectivement, lui aussi, après coup, il s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes, et qu'il a réussi à identifier ces problèmes et en sortir, et puis justement à aider d'autres. Alors c'est pour ça que je dis, il faut absolument prêter la plus grande attention à ces survivants. Parce que ces survivants sont les premiers experts. Et c'est eux qui vont pouvoir aider les policiers, les médecins, les juges, etc., à véritablement faire face aux problèmes. Je pense que vous avez rencontré beaucoup de victimes au cours de votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les traumatismes qu'on voit le plus fréquemment chez les victimes de la traite humaine ? Alors, quand vous dites les traumatismes qu'on voit, parce qu'effectivement, les gens en général, enfin moi je ne suis pas médecin, donc je vois les gens quand ils sont habillés, n'est-ce pas ? Je vois les gens quand ils sont peut-être maquillés, ou etc. Mais donc, les traumatismes physiques existent. Ça c'est certain. Et beaucoup vous diront que c'est des traumatismes qui sont profonds. Mais il y a aussi des traumatismes physiques qui sont induits par des traumatismes psychologiques ou des traumatismes même parfois spirituels. Vous voyez. Et alors, ces traumatismes, on peut dire, oui, c'est le PTSD, n'est-ce pas, que peuvent subir des gens qui ont vécu des choses très difficiles. Mais ça, c'est simple. Parce que le PTSD, on oublie que ça se passe peut-être une fois, mais pour la victime de traite des êtres humains,
c'est une chose qui dure. Donc, si vous voulez, c'est un traumatisme qui ensuite s'inscrit dans la personne et qui amène même parfois un mutisme, une impossibilité de s'exprimer, ou en tout cas de s'exprimer clairement. Et donc cette personne, après, ce sera tout d'un coup à l'occasion d'événements qui le rappelleront, elle passera devant un endroit, puis elle dira « mais là, je me souviens, il y a quelque chose de grave qui s'est passé pour moi ». Donc, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que souvent, ça va prendre des années. Et même certains disent, mais ça peut vous prendre 10 ans, 20 ans, pour que vous puissiez véritablement vous remettre sur pied. Donc, c'est pour ça que là, on a affaire non pas à des traitements express, mais à des traitements de longue durée. Et ces traitements de longue durée sont souvent donnés par des congrégations religieuses. Parce que là, vous avez des gens qui s'engagent et qui prennent tout le temps nécessaire. Mais après, justement, ces traumatismes, il faut, comme beaucoup de traumatismes, donner l'occasion aux gens de s'exprimer. Alors, pour un enfant, ce sera peut-être de dessiner. Pour un adolescent, ce sera peut-être de jouer au football ou de chanter ou d'écrire un livre. Mais vous vous rendez compte que c'est des processus difficiles, mais qui leur permettront véritablement de se remettre debout. Et c'est ça qu'on doit, voyez justement ces témoignages de survivants, et il y en a beaucoup, ces gens ont dit, bravo, chapeau, ils ont passé par là, et tout ce qu'on peut faire pour les aider, il faudrait qu'on le fasse. Le travail est gigantesque. Oui, gigantesque, on dirait, mais c'est monstrueux. C'est, si vous voulez, comme quand vous êtes en montagne, vous êtes aussi montagnard. Alors, vous montez, puis vous dites, mon Dieu, c'est encore loin cette histoire, je ne vois pas la fin. Et c'est vrai, on n'en voit pas la fin. Et moi, je pense que on doit véritablement arriver à ce que j'appellerais une mobilisation de la conscience publique. Et mobilisation de la conscience publique, on a la chance d'avoir un pape, le pape François, qui lui a pris très tôt position très ferme pour dire c'est un fléau, c'est un crime contre l'humanité, il faut absolument qu'on fasse tout pour. Et il a aussi donné l'impulsion pour le groupe Santa Marta, qui regroupe des évêques et des chefs de police, pour dire vous devez collaborer. On a tous des travaux différents, des tâches différentes, mais si on collabore, on pourra faire beaucoup plus. Et puis, il a aussi donné un document que je recommande vivant, qui sont les orientations pastorales sur la traite des êtres humains. Et qui est un document qui est facilement, qu'on peut facilement trouver et lire sur Internet, et qui est utile, parce qu'il montre là la responsabilité de tous, des évêques, des prêtres, mais aussi des consommateurs qu'on est tous. Oui. Et puis alors, je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu, le 2 décembre 2014, à Rome, un appel de dirigeants spirituels. Il y avait le pape, il y avait l'archevêque de Canterbury, mais il y avait aussi des représentants israélites, musulmans, hindous, et tous se sont engagés pour éradiquer la traite des êtres humains, pour éradiquer l'esclavage contemporain. Inutile de dire, il y a encore beaucoup à faire, que le 2 décembre de cette année, on va célébrer le 10e anniversaire, que l'année prochaine, on célébrera le 20e anniversaire du protocole de Palerme, 25e anniversaire du protocole de Palerme, mais que ce n'est pas des célébrations, c'est des commémorations et des appels à la mobilisation, des appels à l'action. Oui. Vous parlez de commémoration. On aura tout prochainement, le 20 juillet 2024, une commémoration aussi pour la persécution du Falun Gong. Je veux aborder ce sujet parce que NTD, en fait, le média a été fondé par des gens qui étaient issus de la diaspora chinoise. Donc, ils fuyaient le communisme en Chine. Récemment, aux États-Unis, on a la Chambre des représentants qui a adopté un projet de loi qui vise à mettre fin à cette campagne de persécution de longue date qui dure en Chine. Le Falun Gong, c'est une discipline de méditation et elle fait l'objet d'une campagne implacable en Chine communiste
sioniste depuis 1999. On a des avocats internationaux qui ont mis en évidence que le parti a prélevé à vif les organes des pratiquants de cette méthode pendant les 20 dernières années afin de faire fructifier un juteux marché de transplantation. Vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous pensez d'une telle persécution étatique ? Alors je peux vous dire que qui exploitent des personnes en détresse, que ce soit des prisonniers ou des gens qui sont dans la misère, au bénéfice de gouvernements, d'acteurs armés non étatiques ou de groupes criminels. Ces droits qui sont pervertis ou qui sont même inversés, c'est dramatique. Parce que on tord le droit pour en fait le rendre utile aux forts et porter préjudice aux faibles. Je voudrais rappeler le rapport du juge suisse Dick Marty. Ça vous dit peut-être quelque chose, Dick Marty. Et alors, paix à son âme, il est décédé récemment. C'est un homme très courageux. Et lui avait fait un rapport sur des allégations de prélèvement d'organes sur des prisonniers au Kosovo. Un de mes amis, médecin français de la transplantation, a intitulé un livre sur ce sujet, « La médecine cannibale ». La médecine cannibale. Pour attirer l'attention justement sur la grave responsabilité morale et parfois pénale de médecins et d'avocats et d'hôpitaux qui organisent le prélèvement, la réception d'organes en provenance de nombreux pays pour des acheteurs fortunés dont la vie dépend parfois de cette transplantation. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que ce trafic fait subir des préjudices souvent irréparables à la santé des personnes qui ont vendu à vil prix ou qui se sont fait voler leurs organes. Donc, je dirais, pour moi, c'est analogue à l'achat d'enfants par des personnes ou des couples qui prétendent avoir un droit à l'enfant. Contre les droits de l'enfant. Et il y a eu, il y a quelque temps, en Suisse, vous avez peut-être suivi ça, mais il y avait des femmes qui avaient été adoptées par des couples suisses qui étaient tout originaires de Colombo, au Sri Lanka, et qui tout d'un coup ont voulu savoir ce qui s'était passé. Elles ont découvert qu'effectivement, elles avaient été vendues par leur mère, par l'intermédiaire d'une femme locale, et qu'ensuite, en Suisse, etc. Mais chacune a fait part de traumatismes extraordinaires. Nous vivons dans une époque où tout se vend et tout s'achète, y compris les êtres humains, et puis une fois qu'on en a marre, une fois qu'on a épuisé le sujet ou l'objet, on le jette. Donc je pense que, de nouveau, il y a une vision de la dignité de la personne humaine qu'il faut absolument réaffirmer. Un retour aux valeurs fondamentales. Oui, et c'est des valeurs qu'évidemment, nous, chrétiens, essayons de réaffirmer, mais je pense qu'on pourrait trouver aussi beaucoup de valeurs analogues chez nos amis israélites, musulmans, peut-être, ou hindous, etc. Et que purement simplement, ce qu'il faut éviter de faire, c'est éviter de limiter ce respect aux gens de sa propre communauté. Et donc, il faut bien sûr respecter les gens de sa communauté, mais aussi respecter chaque être humain. Vous parleriez d'un combat spirituel quand on voit tout ce qui est en train d'avoir lieu dans le monde avec cette augmentation de la traite humaine? Oui. Vous parleriez d'un combat spirituel? Moi, je crois que oui. Alors, c'est pour ça qu'aussi, je dis toujours, dans ce qu'on fait, il y a aussi l'aspect prière. Et il y a par exemple le 8 février, chaque année, je fais célébrer une messe parce que c'est la fête de Sainte Bakita, la patronne justement des esclaves contemporains. Sainte Bakita, c'était une jeune soudanaise qui a été achetée par un Italien qui l'a bien traitée et qui l'a ramenée en Italie. Évidemment, en Italie, de la libérer. Et elle est devenue chrétienne, elle est devenue religieuse. Et comme je vous dis, aujourd'hui, c'est la sainte patronne des esclaves contemporains. Et sa fête est célébrée le 8 février. Et chaque année, on a une messe là. Mais je pense qu'effectivement, même les religieuses qui font du très bon travail vous diront « je ne ferai rien si j'accompagnais pas mon travail dans la prière ».
Donc vous pensez vraiment qu'il faut revenir aux valeurs humaines, aux valeurs spirituelles, pour que peut-être le fléau un jour puisse s'arrêter? Oui, ah bien sûr. Parce que le jour où on considérera tous les êtres humains qu'on rencontre comme étant porteurs de cette dignité divine qui nous est donnée par notre Créateur, évidemment que ce jour-là, on agira on agira certainement différemment à leur égard. Oui. C'est vrai qu'en tout cas dans la Bible ou dans les enseignements spirituels, de façon générale, on a vraiment cette idée que l'être humain vient du ciel. L'être humain est à l'image divine. Donc c'est vrai que si on considère qu'on s'en prend à l'être humain sans même réfléchir à ce qu'il y a derrière, on est peut-être en train de s'en prendre à plus grand que nous. Mais avec le matérialisme, on a oublié en fait cette dimension divine de l'être humain et ça permet tous les crimes possibles et imaginables un peu partout dans le monde, à l'abri des regards, en croyant que voilà, c'est possible de faire le mal sans qu'il y ait de rétribution. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour ça pourra... Le bien finira par l'emporter sur le mal? Ben, bien sûr, oui, ça c'est évident. C'est notre croyance profonde, n'est-ce pas? C'est de dire peut-être qu'on va passer à travers de temps très difficiles. À Dieu ne plaise, si j'ose dire. Mais s'il faut passer, on sait que ça va déboucher sur quand même une libération générale. Et là aussi, quand on prie, il ne faut pas simplement prier pour les victimes ou pour les aidants, mais il faut aussi prier pour la conversion de tous les esclavagistes. Il y a une grande compassion en fait dans le message que vous essayez de faire passer. C'est pas seulement égoïste, on va éradiquer, on va se venger, on va écraser ceux qui ont fait du mal, mais il y a vraiment une dimension plus large, quoi. On va faire en sorte que tout le monde prenne conscience, disons, de la nécessité de retourner aux valeurs humaines. Certainement, je vous dis franchement, par exemple, même quand je mentionne tous les instruments juridiques, tous les traités qu'on peut utiliser contre la traite, je mets en dessous, bien en évidence, ne pas oublier la justice restauratrice. Vous voyez ? Parce que la justice restauratrice ou réparatrice, c'est une justice qui permet justement de réconcilier le bourreau et la victime. Alors je ne dis pas que ça marche dans tous les coups, mais quand ça marche, c'est très intéressant et c'est bénéfique à tout le monde. Vous avez vu des cas déjà où il y a eu justement cette justice réparatrice? Oui, il y a eu des cas. Et puis même sur le plan, par exemple, collectif, vous avez eu en Afrique du Sud la commission Vérité et Réconciliation. Eh bien, je peux vous dire que bon, l'Afrique du Sud n'est pas très bien aujourd'hui, mais elle serait certainement encore plus mal s'il n'y avait pas eu cette commission Vérité et Réconciliation avec Monseigneur Desmond Tutu, avec d'autres, etc., évidemment Nelson Mandela. Et donc, c'est pour ça que là, on se rend compte que, bien sûr, ça peut sembler romantique, n'est-ce pas, de dire un jour tout le monde sera libre, un jour tout le monde sera réconcilié, je l'espère sincèrement, mais je pense que c'est une vérité qu'on voit dans la vie des individus, mais qu'on voit aussi dans la vie des nations. L'élément social que je voulais mettre en évidence, c'est justement la défense de la vie et de la dignité de l'être humain. Être humain créé libre par le Créateur et sauvé par le Christ. C'est ça, moi, que je pense qu'est le message essentiel, vous voyez, parce que cette liberté, bien sûr qu'elle est consacrée par des instruments des droits de l'homme ou d'autres, ou des constitutions qui sont bien faites, parfois, mais c'est surtout une nature. La nature humaine est quelque chose d'exceptionnel et qui est appelé justement même à la divinisation. Et cela, il faut qu'on le reconnaisse. Il faut qu'on reconnaisse, et là de nouveau, on le retrouvera dans les Écritures saintes, à commencer par la Bible, mais on le retrouvera certainement dans d'autres textes sacrés. Et donc, c'est ça ce combat maintenant. Parce que si vous voulez, j'ai fait des études de droit et je me rends compte qu'effectivement le droit humain, le droit positif est certainement très intéressant, mais il n'est pas suffisant. Qu'il faut donc le compléter, le soutenir, et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à aller plus loin. Merci beaucoup, Monsieur Veutet, en tout cas, pour cette conversation qui a été très riche, très touchante.
qui amène à réfléchir. Vous avez sorti des chiffres dont je n'avais pas idée, donc c'est assez surprenant d'entendre. 20 millions, vous avez dit, d'images d'enfants qui circulent sur Internet à l'heure actuelle. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours dans les médias, donc je pense que c'est important en tout cas de donner la parole à des personnes comme vous qui œuvrent, vous en l'occurrence depuis 7 ans, pour la lutte contre le trafic humain et la traite des êtres humains, et pour un retour aussi aux valeurs fondamentales, aux valeurs humaines. Merci en tout cas pour cette invitation à retourner à ces valeurs fondamentales, et puis j'espère avoir l'occasion de vous revoir bientôt sur le plateau pour continuer la discussion. Merci beaucoup, madame. Et à bientôt. À bientôt.